Face à Sébastien Fanty, qui a choisi un thème que je vais lui laisser vous exprimer, car rien que le titre du thème vaut à lui-même une conférence. Oui. Je vous remercie. Donc, je suis l'associé suisse de Lexing. Je m'appelle Sébastien Fanty. Je vais vous parler aujourd'hui donc de l'intelligence artificielle dans le domaine des conditions générales, notamment. Alors, voilà mon petit planning du jour. Et ceux qui me connaissent savent que je suis bavard, donc 10 minutes, c'est très rapide. Au titre des prolégomènes contextuels, c'est-à-dire de l'introduction, mon cher Frédéric, je voulais vous rappeler que l'intelligence artificielle a commencé par gagner au Jeopardy aux États-Unis. Donc Watson a battu les meilleurs joueurs du monde de Jeopardy et qu'aujourd'hui, on nous annonce que Ross serait capable de battre n'importe quel avocat présent dans cette salle ou n'importe quel magistrat dans la résolution d'un cas. Alors les problèmes que nous avons sont assez simples. Bientôt, le meilleur avocat, ce ne sera peut-être plus un humain. Alors je vous ai cité deux petits exemples. L'exemple de gauche, c'est JP Morgan, qui utilise une technologie pour économiser 360 000 heures d'avocats, et puis pour faire des calculs en fonction évidemment de prêts, de taux, etc. Cette technologie, je la connais bien parce que c'est ma cousine qui l'a développée en version 1, qui est donc docteur en mathématiques et en physique, pour JP Morgan. Donc je ne la remercierai jamais assez de m'avoir vidé la moitié de mon potentiel client pour les 10 prochaines années. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement lancé ce type d'algorithme qui fonctionne déjà en version 2. Donc ça leur a fait réaliser une économie gigantesque. Alors pour ma part et pour essayer d'éviter de me retrouver face à un tsunami qui nous dépasserait sur tous les domaines où nous avons encore une maîtrise comme avocat, je conseille à tous les gens de faire un certain nombre de formations. Et une des formations les plus avancées au monde actuellement a lieu à Suffolk University à Boston, avec des professeurs de Harvard notamment. Moi, je la suis, elle dure 1 année. Et pendant 1 an, on vous challenge en legal tech. C'est-à-dire qu'on va vous former pour apprendre le nouveau métier juridique qui est en train de se dessiner. Donc, nous sommes tous concernés. On ne va pas passer très longtemps à vous définir l'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, donc c'est en fait, si le robot est le corps, l'IA c'est la tête. L'esprit, c'est donc un système informatique qui est doté de capacités intellectuelles qui tendent à la perfection que nous sommes. La difficulté, c'est que parfois, le système prend des décisions qui ne sont pas prévisibles. Et ça fait partie des risques qu'on doit analyser. Donc cette plus-value que l'intelligence artificielle nous apporte, elle provient évidemment des données qui sont nécessaires à l'apprentissage pour les algorithmes. Alors, si on examine un petit peu tout ça dans la pratique, on a chez LexisNexis, qui est un des principaux éditeurs de solutions et de publications juridiques, par exemple, un accès qui a été donné à des legal tech, du contenu des données pour en tirer parti, parce que je n'ai pas forcément tout le savoir, je n'ai pas forcément le pétrole pour faire avancer mon véhicule, mon bateau ou mon avion, et donc j'essaye si vous voulez, d'initier des collaborations qui vont m'apporter en définitive une plus-value, tout comme ça va apporter une plus-value à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Alors ça, c'est un des cas qu'on peut citer, mais il y en a d'autres. Je ne veux pas prendre trop d'exemples. Pour moi, le problème principal, c'est vraiment qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on n'a pas seulement un moteur de recherche, mais on a un moteur de recherche qui est si performant qu'il va vous donner la solution. Alors, vous me direz, on peut aussi customiser ce moteur de recherche pour arriver à avoir 1 ou 2 solutions, mais le but ultime, c'est d'arriver à la solution. Et lorsqu'on compare notamment Ross à un avocat junior, on voit qu'il est 30% plus rapide. Je vous donnerai d'autres chiffres ensuite. C'est donc effectivement une inquiétude, mais pas seulement dans le domaine juridique, dans d'autres domaines où il faut notamment faire des calculs. Vous imaginez bien que les mathématiciens s'inquiètent un petit peu quand même de voir ce qui se passe. On a quand même une limite à ces systèmes. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Les limites sont la spécialisation. Aujourd'hui, dans le domaine juridique, on maîtrise particulièrement bien la loi sur les poursuites, donc les faillites. On maîtrise bien la recherche de preuves, qui est très importante aux États-Unis, un peu moins en Europe, en tout cas pas en Suisse. Et puis, on n'anticipera jamais l'humain. On ne pourra pas dire que demain, un juge va changer d'avis à la Cour suprême et qu'il y aura un revirement de jurisprudence. Le délai d'implémentation en droit national est aussi important.
Si on devait aujourd'hui implémenter une IA en France, selon les publications scientifiques actuelles, il faudrait 7 ans. Donc ce n'est pas immédiat. La justice prédictive est également quelque chose d'important, puisque nous avons, et le cabinet Alain Bensoussan le fait également, des solutions qui sont disponibles et on peut faire des analyses. Alors, l'analyse humaine, c'était de dire ce juge a plutôt tendance à juger dans un sens ou dans un autre. Il protège plutôt les femmes ou les hommes dans un divorce. Il est plutôt conservateur ou progressiste. Il est plutôt jeune ou âgé. Son fonctionnement, c'est peut-être celui d'un juge à la retraite qui a moins envie de travailler qu'au début, etc. Donc, ça, ce sont des critères que nous analysons comme avocats régulièrement. Eh bien, ici, on pourra en fait établir un profil très précis du juge et dire quand la cour est composée de tel juge et tel juge, vos chances de succès sont de tant. Et c'est évidemment un problème parce qu'en termes de récusation notamment, ça ouvre des voies insoupçonnées. Et on a eu récemment d'ailleurs en Suisse une contestation de la composition du tribunal administratif fédéral par un logiciel qui dit c'est impossible que ce juge se retrouve à tant de reprises dans cette cour parce qu'un logiciel doit être utilisé. Si le logiciel a été utilisé, eh bien le hasard fait que la solution, elle doit être la suivante et donc c'est faux. Eh bien, le tribunal fédéral a dû juger, notre plus haute autorité a jugé cette semaine qu'en réalité, eh bien, le fait qu'on ait dû déplacer des juges d'une cour à une autre était la démonstration du fait qu'on tenait compte d'un certain nombre d'aléas, voilà, et aussi des règles de récusation. Donc, l'ordinateur ne remplace pas encore le juge pour ce qui est du choix des causes. Voilà, en ce qui concerne maintenant donc, mes petites conclusions intermédiaire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les tâches répétitives et simples qui sont découpables en petits morceaux que vous pourrez utiliser. On aura donc des résultats plus rapides quant à la jurisprudence. Le documentaliste, le paralégal, celui qui fait de la veille, ces gens-là, évidemment, ils vont devoir se former. Maintenant, en droit pur, on n'a pas de législation spécifique concernant les robots. Là, on a publié ensemble un livre qui compare un peu les systèmes juridiques. Eh bien, évidemment qu'il n'y a pas encore, en tout cas pas en Suisse, de législation topique. On assimile un robot à une chose mobilière, et puis, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est la responsabilité donc du fait du produit, du fait que j'ai, moi, un robot qui va blesser quelqu'un. Ça peut être le cas, par exemple, lorsqu'on est propriétaire d'un ouvrage, où il y a un élément robotisé dans cet ouvrage, ou alors en circulation routière, lorsqu'on a, évidemment, un véhicule autonome. Je vous ai donné la première réponse. La deuxième, si vous voulez, c'est que c'est assez simple d'analyser juridiquement dans n'importe quel système la façon dont on va appréhender. Après, ce sont des choix qui sont juridiques et politiques. On a par contre une difficulté dans un des scénarios, c'est-à-dire qu'on a une interaction complexe avec des capacités poussées d'apprentissage. Vous avez un robot qui va, donc assistant médical, qui va s'occuper de patients, leur donner des médicaments. Il va devoir interagir avec une infirmière. À ce moment-là, ça devient plus complexe, aussi bien en termes de programmation, donc de prévisibilité des actions, qu'en termes de responsabilité. Voilà, on ne peut pas tout prévoir, et ça, vous le savez comme moi. Alors, en Suisse, on aime bien prévoir, vous le savez, et donc l'École polytechnique fédérale a résolu un des problèmes qui étaient les conditions générales, qui étaient extrêmement longues. J'ai pris l'exemple d'iTunes, qui avait fait l'objet même d'une BD, et donc on a dit la chose suivante: puisque personne n'élit ces conditions générales, on va faire le travail pour vous. Donc, on va inventer Policies. Policies, c'est un correctif par intelligence artificielle qui va vous montrer sous forme de graphique simple comment on utilise vos données, mais surtout si on est fair avec vos données. C'est-à-dire si on fait ce qu'on s'engage à faire. Et on a fondé le modèle sur 130 000 déclarations existantes sur Internet. Le résultat graphique, c'est cet exemple que vous avez ici avec un certain nombre d'indications, le type de données collectées, les motifs et les options qu'on vous donne relativement à ces données. On a un accompagnement par un assistant en ligne. Vous pouvez lui poser des questions pour l'instant uniquement en anglais, comme « Est-ce que vous partagez mes données de carte de crédit ?» ce qui pourrait effectivement s'avérer intéressant. Donc là, je vous ai mis l'autre représentation de Policies. Les résultats sont assez intéressants. Ils sont imparfaits à ce stade. 82% des résultats positifs parmi les 3 premières réponses proposées, c'est-à-dire que lorsque vous interrogez Pribot, qui va répondre à ces questions, vous n'aurez pas des réponses parfaites. Le but de l'application qui est en cours de développement, donc elle a fait l'objet de publications scientifiques, c'est, si vous voulez, d'arriver de façon simple, comme le demande le RGPD, à représenter graphiquement les choix qui s'offrent à vous. Si vous voulez choisir un service de cloud, eh bien, vous avez une représentation graphique de tout ce qui se passe avec vos données. Là, on fait attention à ça, là, moins, là, plus, etc. Le but, c'est évidemment
de simplifier votre choix et aussi le temps que vous allez consacrer à des tâches qui sont rébarbatives. Mais attention, parce que si vous décidez de passer à l'intelligence artificielle et de substituer à l'humain quelque chose de beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, vous aurez, par exemple, l'absence de mensuétude liée à l'humain. C'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs, même en France, on a un droit à l'erreur, semble-t-il, même dans une loi. Eh bien, ça n'existera plus pour les avocats. Il n'y a plus de mensuétude pour des avocats qui travaillent avec une intelligence artificielle. Si maintenant, on voit que vous avez mal libellé des conclusions, ou que vous avez mal allégué, eh bien, à ce moment-là, on vous dira, monsieur, vous avez une intelligence artificielle, c'est votre rôle, et votre devoir d'allégation est plus important qu'un humain, puisque vous avez cette intelligence artificielle. Donc, on va devoir juguler un certain nombre de fonctionnalités, et ça, c'est un problème, parce que lorsque vous jugulez des fonctionnalités dans une IA, c'est antinomique avec sa raison d'être, puisqu'elle se nourrit du savoir, et que c'est justement par cette extension des données qu'elle s'améliore. On va avoir de toute façon ce renforcement inéluctable du contrôle des activités, une transparence obligatoire. Alors on parle souvent du drapeau rouge d'Alan Turing, où on devrait vous dire qu'une intelligence artificielle est face à vous, notamment sur un site internet, notamment dans un cadre contractuel, etc. Eh bien, ce préliminaire interactif va devenir la règle. On va évidemment, et notamment sur la base du RGPD, passer au Privacy by Design. Voilà, donc pour terminer dans mes petites conclusions, je vais vous donner un exemple assez simple. Je vous ai parlé des avocats juniors. Ma conclusion, elle va être la suivante. On a mis des avocats seniors avec 20 ans d'expérience face à une intelligence artificielle il y a 2 mois aux États-Unis. Je peux vous dire que les résultats sont assez surprenants. On aurait pu penser que ça ne fonctionnait que pour les juniors. Eh bien, on a quelques petites surprises, notamment en termes de performance. Vous le voyez, 94% pour les meilleurs avocats. L'intelligence artificielle est à 94% de manière constante, 67% pour les moins bons, et surtout le temps consacré. 26 secondes par le logiciel d'intelligence artificielle, et pour les avocats, vous le voyez, on a 156 minutes à 51 minutes. Donc, la conclusion qu'on peut vous donner, j'avais pris un autre exemple parce qu'on est en train de travailler sur une intelligence artificielle pour résoudre les cas de circulation routière, pour plus avoir besoin de juges, d'avocats, pour faire des économies. Mais à ce stade, la conclusion est assez simple. La conclusion, c'est learn or pray. Ça veut dire, en clair, soit vous êtes en capacité de maîtriser ces intelligences artificielles, de vous rendre indispensable dans leur utilisation, dans leur implémentation, dans leur contrôle, soit ces intelligences artificielles, en tant qu'elles sont plus performantes que vous, qu'elles n'ont pas besoin de dormir, de prendre de vacances, qu'elles ne sont pas syndiquées, qu'elles n'ont pas besoin de prendre un train à la SNCF, ces intelligences artificielles vont vous remplacer à terme pour des tâches simples ou plus ou moins évoluées qui ne demandent pas des interactions manifestement trop importantes à ce stade avec des tiers. Le seul moyen est donc de s'accommoder de leur arrivée dans notre monde et de se préparer à les assister. Je vous remercie. Enrique Ochoa du Mexique, qui va vous parler avec Ilanit, est mort. Des contrats intelligents dans la continuité de ce que Sébastien vient de vous présenter. Hello, everybody. Thanks for being here and for having me here. I'm going to speak about the connection between artificial intelligence and smart contracts. As you can see, Sebastian started talking a little bit about this topic. What I'm going to do is I'm going to go through what's been going on with artificial intelligence until the time we are right now. First of all, and as mentioned, I think by Alan, the first program on artificial intelligence was created in 1951, and that program, what it did, it was programmed to play checkers against humans, and that was the first effort in order to develop artificial intelligence. Afterwards, there was in the 1960s the ARPANET program. ARPANET is a Department of Justice in the U.S. Agency which developed also artificial intelligence. And in 1978, Herbert Simon won the Nobel Prize in economics by developing a theory which was later implemented in artificial intelligence.
Then in 1986, the first robot car was created, and it was something that Rafael talked before. And I just thought this was interesting to know. This robot in 1986 could drive up to 50 miles per hour on empty streets. Then afterwards, and I think someone mentioned that before, the former champion of chess, Garry Kasparov, was defeated by a machine called Deep Blue by IBM. So what I'm trying to say is, look what in 1951 was artificial intelligence, and what's been developing and becoming. Then afterwards, Google in 2001 built the first self-driving car, which is a topic we're still talking about. And in 2010, Microsoft developed the Kinect, which was tracking human body movement. And I know you're very familiar with that. That was a breakthrough in artificial intelligence because it only used a camera. And what it did is they just registered the movements of people and then reflected in a video game. Then, as mentioned by Sebastian also, there's a robot, I don't know if you've heard of it. It's the first robot lawyer, which is a chatbot that claims that has eliminated 375,000 parking tickets by advising people on what to do when they're driving or when they are imposed fines and this kind of parking tickets. Finally, what I want to talk to you about is in Mexico in 2017, there was enacted a fintech law. And that fintech law, I think it's very important because it's not that that Bitcoin or other smart contracts were forbidden or illegal in Mexico, but what happened with this law is that this law actually gave them a legal framework, and now, I'm sure it's not the best law that we could have a better one, but I think it's a breakthrough. I don't know if there are so many countries which have such an updated law, and actually what it does is it legalizes blockchain, the Ethereum, Bitcoin, etc. So one of the greatest breakthroughs that's been happening in Mexico is, for instance, in Mexico, there's a big bank, a Spanish bank called BBVA, which has a subsidiary in Mexico, and they made this achievement by using blockchain, and they reduced what happens normally in an international import-export transaction, which is sending the bill of landing and then having all the documents and then having these procedures in order to receive the merchandise. We were talking about 25 tons of tuna from Mexico to Spain. So that normally takes 10 days by just processing all the legal documents, as I mentioned, the letter of credit, the bill of landing, etc. And in this case, it took them 2.5 hours just by using blockchain in this type of procedure. So what I'm saying is, as already mentioned by Sebastian and would be obviously mentioned by Ilanit and more, there's a lot of things that we can do with the smart contracts, but we have to be very careful on what the connection between these smart contracts and artificial intelligence could do. For instance, I was just talking to more like an hour ago, and we were just discussing that I don't know if all transactions are right for smart contracts, and I still believe that. He believes the other way around. We can discuss a little bit. So finally, what I just wanted to mention is that I think smart contracts are one of the most incredible things that's going to happen in the following years, and we will have to be very, very careful with that. Thank you very much. So hello, everybody. I'm here to speak about smart contracts. My name is Mor. I'm here with my partner, Ilanit. We're the first year of Lexing. We come from Israel, a very small country, but we make a lot of noise, a lot of type of noise, depending which PR you look at. I will try to bring the good type of noise. So Israel has been titled the startup nation. I think everybody knows that there's a lot of
innovation that came out of Israel. We invented the Netafim irrigation, the Waze, that's how you all got here by car without getting lost. Mobileye, which is going to be part of autonomous cars, purchased by Intel for $15 billion. Disk on Key, which is what was used before the internet enabled sending large files without having to put them on the disk on key. And one of the recent companies mentioned, Logix, is a company I met 2.5 years ago. And they told me, we're going to make you obsolete. We're going to replace you. So I'm a lawyer doing mainly high-tech, M&A, for the last 20 years. And the reason I'm looking at blockchain and smart contracts and I'm so baffled by this can be explained by a nice story I heard. There was a king in Jerusalem 300 years ago. He was sitting with his ministers, and another minister comes in, all white, pale, sweating, and he was telling him what happened. He said, when I walked to the palace, I crossed the market, and I met the angel of death. And he was looking at me, he was staring at me, and I got terrified. What am I going to do? The king tells him, calm down, take my fastest horse, and ride 2 hours to Damascus. I will deal with the angel of death. So he takes the horse and runs away as fast as he can. The king walks to the market, looks around, and then he finds the angel of death. And he goes to him and says, tell me, why do you frighten my minister? Why do you stare at him? He says, me? You got it all wrong. I didn't scare your minister. I was very surprised to see him here when I have a meeting with him 2 hours in Damascus. So the logic of the story that this is something unescapable. And the same will go with what I believe is the next revolution or evolution in the world of law. So I think this is self-explanatory. We don't need much explanations. The world is moving from one technology to the other. To those who don't know what blockchain is, I can explain in a word. If internet was sharing information, we all have everything we want in the palm of our hand right now. What blockchain, not the cryptos, enables is I would say, the sharing and transferring of value. So a blockchain is a ledger or a database. It is decentralized, meaning it's sitting everywhere, not in one manipulated third-party place. It is transparent. Anyone can come in and see what was logged and achieved. And it is not allegedly manipulated by any third party. And we can transfer value. So the quickest example is that if I want to send dollars to another country, I would go to the bank, they will take a fee, they will move the money, they will take a fee, they will sell the money, they will take a fee. I will send 100 euro and you will get 90 euro 5 days later. With the blockchain, I would buy $100 worth of blockchain. By the moment I press the button, you would get this blockchain, transfer it to another $100. You'll probably pay $1 for a fee and it will take 2 milliseconds. If you look at the persons from the banks hearing this story, they got the same look as the minister who was seeing the angel of death because they become obsolete. For them, it's a problem. So in this world of blockchain, there is one application which I think is very relevant. If we discussed Logix, the company that enables reviewing of contracts in 26 seconds, much better than we do, if smart contracts will come in, we will not need Logix because the contract will be built a priori with artificial intelligence and computers, and the lawyer would not need to review it. We would just need to structure how it's done. So what is a smart contract? A smart contract is a computer code which digitally facilitates, manages, and enforces negotiation of a contract. It's a code. You're writing a code, a scenario of what will happen with the milestones, with the escrow, with the release, eventually with the dispute resolution as well. It is based mainly on Ethereum, which is a platform which is also a coin, but it is a smart contract which enables implementation of that half-a-page code into anyone who wants to put a cryptocurrency and the blockchain as a validating platform to enable that. So we can look at various samples. I think Enrique just gave one with the tuna. We don't need a lot of credits. We don't need bill of lading. We can have
everything managed by the code. That would save a lot of money and time. Everything would be blocked and generated in one database, which will also enable harvesting of information. Today, nobody knows, except if someone gathers the information, how much tuna was shipped in the world. But if all this information would be centralized in one place, we could have better forecasts for what's coming up with tuna for the next year, or what's the center of tuna sending, receiving, prices, etc. It will make things a bit more, I would say, intelligent in that way. We can look at an Airbnb contract. We took a nice apartment in Paris, so we had to pay and send credit cards and meet the guy. I have a company in Israel that does a smart door. You can put the door with your finger, with your eye. They've got all this technology already. The moment you touched it, identified, door opens, contract comes in, cryptocurrency can be sent to the escrow. Once you leave, your account is billed, deal is closed. No one was in the apartment, maybe except for the cleaner. And that is also being sort of advanced. I just met a company who told me that they want to build a robot that cleans toilets. So there's a robot that goes around the floor and cleans it. And he said, well, I want to build a better one. We'll go in the toilet with an arm and clean it. What do I have to fear legally? I said, the only fear you need to have, in my perspective, is that you need to make sure that the robot will not clean the toilet while the person is still sitting on it. So that's the main fear that I had on that end. But being serious again, I believe that as smarter this system will be, and the moment the cryptocurrency will be acceptable and not fought against by governments and banks, we will have to adopt as lawyers the concept of writing contracts as codes and implementing them as codes. And then our job will be to monitor contracts and how they're built and thinking on their philosophy and not reading the language. That's going to be done otherwise. So that's Ilanit's presentation. I will just end with one more thought that I have, which is a personal thought. I have a 13-year-old kid. I don't believe the way he acts now that he will file a claim ever in his life on a piece of paper. So we are in a very digital world. It's 2018, and we have everything online. But when we have a claim, we can take a lawyer from the past 300 years ago coming on a wagon. He will take a paper and a pen or whatever, a goose feather, and he will write the claim and file it, and it's the same process it is now. The judge will get the claim, and he will read it, and he will write for the clerk, and will give a verdict in 4 years. So this will change. In my view, this is where artificial intelligence and technology will come in. My son is going to file a claim on his cell phone. He's going to send it forwards, and the decision will be half automated, and the contract will be digital, and we have to adjust to it because otherwise we're not going to have jobs in about 10 or 20 years. So that's it. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Ilanit Appelfeld. I'm a technology and intellectual property lawyer based in Israel, graduated in the UK, patent drafting done in the USA, which means that I suffer from multiple personality disorder, but I promise you that all my personalities are here today in Paris with me. Israel is an amazing ecosystem. Just like Moore said, living in Israel is like living in the future. Technological advances happening in a very high pace. When companies come to us and seek advice in smart contracts, we usually ask them, what is the problem you want to solve? And what is the solution to the problem? The answer when it comes to smart contract is typically one or more of the following: security, reliability, and ease of use. These are usually the challenges in smart contracts. And why? Smart contracts are essentially software which is made out of source code. And source code is very susceptible to attack. Also, code as we know it is inherently prone to bugs, which means that it's not always the most reliable thing. Only recently, someone who was hosting a webinar on cryptocurrencies was hacked during the session,
and $70,000 worth of Ethereum tokens were stolen from him. This, by the way, led him to develop a system of security alerts when a certain suspicious activity is identified. So this has been, for him, the most expensive webinar he ever gave. So we see patents in this field, patents for method of systems of detection of abnormalities and vulnerabilities. We see patents for simulations, error detection, QA/Q systems, and we see contract terms libraries, chatbots, agents, etc. So when a company comes to us with a certain invention, we ask ourselves, is patents the right way to protect this type of inventions? The answer is not that clear. Very briefly, a patent is an agreement according to which, in exchange for a monopoly, an inventor or a company agree to publish their application, and thereby advancement of technology takes place. So once registered, whoever owns a patent can exclude others from using it. So if I own a patent, I exclude others from using it, I mark my own territory, and it serves as a warning to third parties. But is there a downside to filing patents for smart contracts? Is it really the right solution? Some of you may know this symbol, which is actually the source code license of GPL GPU, which is actually signifies copyleft. Smart contracts are developed using open source code, which come with license agreements which contain limitations. Sometimes these limitations make it difficult for us to enforce our patents. Sometimes the implication of developing a product and protecting it by a patent mean that a certain patent would not be able to be enforced. In addition, patent offices do not like patents that are pure software, because these are considered to be non-eligible subject matter. Is this better? Yes. Another problem in patents, oh, sorry, I need previous slide. The red one. Thank you. Another problem is the length of time that it takes to secure a patent. In this slide, you see the data visualization center of the USPTO, which show it's like a marketing deal of the United States Trademark and Patent Office, which says it takes such and such time to get a first office action for a patent, and it takes 2 years to secure patents. In smart contracts or software, it takes much more. It takes between 4 and 5 years to get a patent. So by the time a certain patent arrives to examination, the technology may have evolved 5 times over. Not to mention the usual backlog of the patent offices all over the world. So securing a patent has its difficulties and needs to be assessed carefully and may not always be the right solution. So what happens in reality? What happens statistically? Statistics tell a different story. But I'd like to ask a question. I'd like to ask all of you a question. Do you know who the biggest filer of patents in smart contracts and cryptocurrencies in the US is? What US company filed the biggest number of patents in the US? Google, Facebook, any guesses? Well, the Bank of America is the biggest filer of patents in the, from all the filers, filing patents in all different aspects. As you can see on the right-hand side, the published applications is an indication of the patents going to be granted in the US. This means that despite the difficulties in registering patents, the market behaves differently, and a lot of patents are being filed. To conclude, despite these difficulties in securing patents, there is a patent race going on. And I don't know if fortunately or unfortunately, patents remain the only tool today in incentivizing innovation in the technological space of smart contracts. Thank you. Thank you all of you. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'avenir de nos contrats
sur l'avenir des professions juridiques, sur l'intelligence artificielle appliquée à ce qui constitue aujourd'hui quand même le cœur de notre métier de juriste. Hello, my name is Iris Barson. I had just a question on blockchain and smart contracts. I was wondering what your thoughts were on privacy and confidentiality issues. Because bottom line, you replace the trusted third party through transparency, and business needs some confidentiality. So where do you put the cursor? I hope this works. Okay, so there's, as Enrique said, we can discuss blockchain for another month, but there are solutions also to these kind of networks, and if you hear about it, between all the white noise of these trashy coins, dog coin, fairy coin, toilet coin, there's real coins. And a few of them have protocols that are trying to solve exactly this kind of problem. For example, there's a term called hashing in which the transaction will be registered, but the details will be encrypted in confidentiality. So the technology is going there. Again, it's a big battle. What you're seeing right now is a big battle between the traditional world and the new world of cryptocurrency. And the solution will probably be somewhere in the middle. And the anarchists will not win because they created it, but the governments will, in the end, come in and regulate it. There's going to be a compromise. That's at least my view for this point. And the compromise will have to go through regulation and legislation. For example, if you know the coins, with Bitcoins, it goes up and down like a roller coaster. There's a new type of coins being created now, which are called security token units, or STUs. And these are coins which are actually being regulated like securities. They're being filed, for example, in the US with a Reg A+ type of regulation. And they're being ICO'd properly or IPO'd as coins properly with a prospectus. And they will be traded in the end. And if you think about the concept of taking one building, which is worth $30 million, that's not an expensive asset. You would not IPO this kind of building. But you can put a token to that building, and you can raise the money with that specific token when the building is serving as a security for that specific project. And if then they improve the building, improve the tenants, and the price goes up, instead of waiting 5 years for the debt to mature and cash on it, you can trade token as it goes and sell part and get part. And I'm already seeing companies which have approached and we've met that are trying to securitize with tokens, secondary market for technological companies that don't have shares traded, assets such as real estate. And the numbers in these funds are amazing. I've met a guy who raised $160 million for real estate pledges. Nobody heard of him. And he raised a large amount of money in tokens. So this is a world which is evolving, and these are all smart contracts. So the security will come from protocols, from technology, and from acceptance of regulators in the end. At least that's my view. Yeah, 2 points. The first one, this was the first intervention, was that if, for instance, junior lawyers are replaced by AI, the problem is how they can go up through the learning curve. That's one point. And in addition, aren't we changing towards, I mean, in terms of competence, instead of learning law, it's more learning how to use AI, maybe in law and maybe in other areas, and it's in fact AI who will become really the specialist in that area. Is that the trend, or how's it going to go there? Je ne sais pas si je vous réponds en français ou en anglais. Vous parlez français? Vous parlez français. Pour moi, je vous donne un exemple très pratique. On a un moteur de recherche extrêmement efficace qui va être remplacé à terme par de l'intelligence artificielle. Okay. Ce qui fait que les jeunes ne réfléchissent plus. Avant d'ouvrir une loi, ils vont tout de suite faire la recherche pour trouver la jurisprudence topique. C'est comme ces médecins qui ne sont plus capables d'aller ausculter physiquement quelqu'un. Ça, c'est évidemment le problème qu'on a, c'est le dommage collatéral. On oublie de réfléchir parce qu'on est des assistés par des assistants tels que l'intelligence artificielle. Donc la jugeote, le réflexe,
aussi l'intuition qui font partie de notre métier, ça ne pourra jamais disparaître. Tout ce qui est humain, le fait de voir une partie adverse commencer à avoir peur, le fait de la sentir sur la défensive, ça, on ne pourra jamais le remplacer. C'est du moléculaire, c'est comme le fait qu'on va s'entendre et boire un café dans 5 minutes. Par contre, ce qui pour moi est important et très très grave dans cette situation actuelle, c'est que nous allons avoir une fracture numérique entre ceux qui peuvent s'offrir ces services, qui arriveront en temps réel, comme je le fais moi avec mes outils. Ça, c'est ma vie. Je vais en séance et en audience et quelqu'un me dit « Eh bien, j'invoque tel article, eh bien, je lui sors la jurisprudence tout de suite qui va contrer cet article parce qu'il n'a pas les moyens de s'abonner à ce service juridique. » Ça, c'est un autre problème de fracture numérique qui va faire qu'on amplifie encore le différentiel de défense du citoyen entre ceux qui auront les moyens de payer et ceux qui n'auront pas les moyens de payer. Donc, l'État doit suppléer à cette inégalité de traitement qui est induite par ces technologies qui sont évidemment onéreuses, en développant les mêmes moteurs sur tous les sites de recherche de tous les tribunaux de jurisprudence pour remettre tout le monde à égalité. Et tant que l'État n'aura pas investi massivement dans ces technologies, vous aurez pendant une certaine période une latence très importante. Donc en fait, moins de chances de gagner. Alors, pour rétablir l'équité entre les citoyens et les justiciables, il y a plusieurs méthodes. Vous diminuez les coûts des procédures. Ça va être le cas puisque avec l'intelligence artificielle, on pourra faire ça. Mais surtout pour les avocats, il y a un danger qui est extrêmement important. C'est que comme vous le savez, nous facturons même comme quand nous dormons. Et tout le monde s'en moque. J'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un avocat ne pourra plus, de mon point de vue, faire une procédure dénuée de chances de succès. Ça n'existera plus parce que vous aurez l'obligation, de tenter la médiation, puisqu'une médiation pourrait être établie sur des éléments objectifs développés par une intelligence artificielle. Et 2, quand votre outil d'intelligence artificielle vous dira vos chances de succès sont de moins de X%, admettons 30%, vous devrez en informer, notifier le client. Et si vous ne le faites pas correctement, si vous ne prenez pas en considération cet état de fait, vous deviendrez automatiquement responsable et débiteur de la perte et du dommage du client. Donc pour moi, l'intelligence artificielle à ce stade, elle a un intérêt. Diminuer les litiges, forcer les gens à s'asseoir à la même table et à trouver des solutions. Mais pour autant, évidemment, que si on est les 4 à la même table, je n'ai pas un avantage parce que je connais toutes les jurisprudences publiées aussi bien par la Cour de cassation que par tous les tribunaux français et eux uniquement par la Cour de cassation. Parce que là, nous n'avons plus les mêmes règles du jeu qui s'appliquent. Et ça, c'est pour moi la limite du système d'intelligence artificielle. L'État va devoir s'impliquer, à les contrôler. Ça va se heurter au secret des affaires, mais en définitive, on sera obligé de le lever, ce secret des affaires. Parce qu'on ne peut pas se fier sans contrôle aux résultats d'une intelligence artificielle qui, comme vous le savez certainement, est déjà en production à la Cour européenne des droits de l'homme, où on a constaté que 80% des jugements de l'intelligence artificielle étaient similaires à ceux des hommes. Et moi, il y a une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que je revendique le droit à l'imperfection parce que c'est notre élément fondamental. Je revendique le droit d'être fâché parce que dans une salle, quelqu'un me parle mal comme juge. Je revendique le droit de décider de lui donner une bonne leçon parce qu'il est impoli et parce qu'il arrive, ce qui est arrivé encore récemment chez nous avec un t-shirt, avec un doigt du milieu levé sur son t-shirt. C'est un manque de respect qu'aucune intelligence artificielle ne pourra sanctionner. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important, c'est que ça reste entre humains. Si maintenant on lui donne tout le pouvoir, alors il faut que chacun ait les mêmes chances. Une dernière question. Oui. Pour prolonger la question précédente, comment se fera la première expérience du jeune juriste, notamment au cabinet d'avocats, puisqu'on sauterait presque une étape à travers notamment les recherches juridiques classiques effectuées? Je suis un vieux garçon, à 47 ans, je vais vous dire que je leur interdirai l'utilisation de l'outil dans un premier temps. Je pense que ça ferait partie d'ailleurs d'un certain bizutage. Je pense qu'il est bien qu'ils aient des livres et qu'ils apprennent à se débrouiller. Alors moi, je leur dis toujours, le meilleur juriste du monde, c'est celui qui fait le meilleur travail dans un temps limité et pas celui qui fait le meilleur travail. Si vous n'avez pas compris ça dans ce métier, qu'aujourd'hui on vous demande d'être extrêmement productif, vous n'avez rien compris. Parfois, la solution, elle est dans la jurisprudence, parfois, elle est dans le bon sens, parfois, elle est dans la loi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, on devrait leur interdire toutes les béquilles
qui vont accélérer le travail pendant un certain temps pour les faire travailler à l'ancienne, qu'ils acquièrent cette patine d'expérience. Et puis l'autre élément, c'est le client. Parce que le client, il n'y a aucune intelligence artificielle qui ne va jamais le gérer. Il est ingérable. Parce que son cas, c'est le cas le plus important du monde. Son dossier, de toute façon, lui aura coûté trop cher. Et même si vous gagnez, ce sera normal, puisque vous avez gagné. C'est qu'il avait raison. Donc, en définitive, c'est ça qui doit les confronter à notre réalité. Et je pense que le client sera toujours le référent de confiance du jeune avocat, parce que ce n'est qu'en se frottant à ces cas-là, alors ils s'en plaignent chez moi par exemple, ils disent on a trop de travail, je leur dis c'est un luxe d'avoir trop de travail, vous devriez me dire merci et me payer pour vous offrir tout ce travail, vous allez apprendre. Eh bien, je pense qu'il faut leur interdire dans une certaine mesure au départ. Et puis à l'université, on devrait leur apprendre à utiliser les outils. Ça fait partie de la formation initiale. Après, dans le monde réel, eh bien, quand ils vont en prison, ils n'auront aucune intelligence artificielle pour expliquer à quelqu'un s'il va sortir ou pas. C'est de la jugeote. Et puis pour tout ce qui est vraiment travaux, alors où il faut mettre beaucoup de moyens, je pense qu'il faudrait qu'ils soient dans ce cas-là avec un mentor. Un mentor qui va leur dire attention, il y a ça, ça et ça. Mais vous savez, le meilleur juriste du monde s'appelle Google. Vous pouvez prendre n'importe quelle plateforme informatique aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Parce qu'ils mettent des and, or, et ils font plein de recherches très compliquées. Et je leur dis, vous ne savez pas utiliser le moteur. Parce que vous n'avez pas la réflexion, vous cherchez par mots, alors qu'il faut chercher en langage naturel. Et donc ça démontre à mon sens toujours que même s'ils sont formés depuis 10 ans, ils n'ont pas encore compris. Ils ont encore besoin de quelqu'un qui va leur dire, attention, j'ai trouvé une jurisprudence qui est plus intéressante que la tienne, hors de tes moteurs juridiques. Ça les sidère. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait? Combien de temps il a passé à chercher? Voilà. Et donc, ce bon sens-là, il doit redevenir la règle. Et on a aussi de la chance avec le droit positif d'avoir encore besoin de lois qui n'existent pas encore sous forme informatique. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos amis présents sur scène.